Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. C'est la période de l'été, c'est les grandes vacances. Ici, il fait vraiment très chaud et je sais qu'en Europe, vous avez eu des petites périodes de canicule aussi. Là, il fait chaud, mais on a un petit vent qui passe, c'est agréable. Mais ouais, on sent bien le soleil qui tape. Malheureusement, en Guadeloupe, c'est aussi la période des ouragans, donc voilà. Mais ouais, on sent que l'énergie, elle a changé un peu quand même. Il y a beaucoup de vacanciers, beaucoup de touristes. On va de plus en plus à la plage, les enfants sont hors de l'école. Il y a une vibe, quoi. Les vacances, c'est souvent associé au repos, mais aussi au plaisir, à la joie, au fait de s'amuser. Et je me suis dit que ce serait un bon moment pour parler de burn-out. Alors, je sais que ça fait un peu bizarre de parler des sujets qui fâchent en pleine vacances, mais je préfère en parler maintenant qu'à la rentrée quand ce sera trop tard, tu vois. Quand vous serez déjà de nouveau dans votre routine habituelle. J'avais envie de parler de burn-out pour deux raisons. Un, je vais expliquer comment ça fonctionne dans le système nerveux d'avoir un burn-out pour que vous compreniez bien vraiment comment votre corps réagit. Et deux, quelles sont les techniques pour en sortir. Vous vous demandez aussi sûrement, mais pourquoi on parle de burn-out dans un podcast sur la sexualité? Eh ben, la vérité, c'est que je dirais pas une grande partie, mais j'ai plusieurs clientes. En fait, non, quand même une grande partie de mes clientes qui ont souffert d'un burn-out. Ça a très largement affecté leur sexualité, ça a très largement affecté leurs relations. Ça a aussi même affecté leur relation à elle-même, en fait. Ça a créé en elle j'ai pas envie de dire une errance parce que ça fait très dramatique, mais comme une perte de soi, une perte d'identité, de savoir qu'est-ce que je suis censée faire, comment, pourquoi, lié à l'épuisement. On se sent un peu perdu, on se sent un peu dérouté, c'est un peu compliqué à naviguer. Et donc, j'ai plusieurs clientes qui viennent parce qu'elles ont eu un burn-out, et très souvent, elles ne font pas directement le lien entre le burn-out et la sexualité. Très souvent, ce qui se passe, c'est que elles ont plus de désir sexuel ou bien leur corps est complètement shut down, fatigué tout le temps, et donc ça affecte leurs relations, qu'elles soient en couple, qu'elles soient célibataires. Enfin, il y a une difficulté à se mettre en mouvement en fait. Et il s'avère que ça tombe bien parce que mon programme traite aussi du burn-out parce que le burn-out c'est une forme de trauma. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais vous partager un peu dans l'épisode ce que j'ai tendance à partager avec elle aussi. Pour commencer, qu'est-ce que le burn-out ? Il y a énormément de définitions et je pense que chaque personne peut trouver celle qui lui parle le mieux. Je vais partir de mon expérience et de ce que j'observe plutôt que de vous donner des explications techniques qui vont peut-être pas vous parler. Un burn-out, c'est quoi ? C'est un effondrement du système nerveux. C'est quand votre corps se dit que c'est trop d'énergie, trop je peux pas gérer. Un burn-out, c'est comme un long freeze. Un freeze, c'est quoi ? C'est quand le corps est en tétanie. C'est l'une des réactions automatiques du système nerveux. Donc, vous savez que, par exemple, face à un danger, on peut avoir le combat, la fuite, l'immobilité. On peut appeler ça le freeze, la tétanie. Et il y a aussi ce qu'on appelle le fawn, qui peut être traduit par la flatterie. Et donc, un burn-out, ça correspond à un freeze long et un freeze profond du corps. En gros, ce qui va se passer, c'est que dans un des aspects de notre vie, peut-être dans notre travail, mais ça peut être aussi dans notre vie privée, parce qu'on peut avoir des burn-out maternels, par exemple. Donc, disons dans notre travail, parce que c'est le plus commun, on va donner beaucoup d'énergie, plus que ce qui est écologique pour notre corps. Et donc, on va puiser dans beaucoup de ces ressources, sans forcément s'en rendre compte, ou en tout cas en dépassant nos propres limites à répétition. C'est un petit peu comme si on était en extraction de nos propres limites. On les extrait comme si on les extrait de la terre. Et il y a un moment où le corps dit stop. Je n'arrive plus à suivre. Si je fais un mouvement, donc de fuite ou de combat, je vais mourir. Et donc je m'effondre. Le burn-out, c'est un effondrement du système nerveux, donc c'est un gros freeze, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que une fois que vous êtes en burn-out,
ça devient trop dangereux pour le corps de faire quoi que ce soit. Il se dit, si je commence à travailler de nouveau, si je commence à être actif de nouveau, je vais pas tenir. Et donc il va rester dans cet état de freeze en fait. Ce qui va souvent arriver quand on est en burn-out, c'est qu'au tout début, on va être très fatigué. Donc on va se reposer, on va rester immobile, et ça va parfois nous mettre dans un état très léthargique. Mais il y a une part de nous qui à un moment va se dire « Ah non, c'est trop, il faut vraiment que je me bouge ». Et vous allez repartir vers du mouvement. Vous allez repartir en vous disant « Ok, je peux faire des choses, je dois faire des choses, je peux pas rester immobile ». Et puis bam, vous allez remettre plein d'énergie. Résultat, vous allez vous effondrer à nouveau parce que vous serez de nouveau fatigué. Et donc très souvent, les personnes qui ont un burn-out, en tout cas je le vois chez mes clientes, c'est rare qu'elles restent dans leur burn-out tranquille. Elles vont souvent, à un moment donné, se dire que ce n'est pas normal et mettre un gros coup de collier et aller dans ce qu'on appelle une hyper-réaction du système nerveux et puis faire un gros pic d'énergie vers le haut, mais ça va les fatiguer et le corps va dire « Attends, non, ça on veut pas » et puis bam, on va repartir vers l'effondrement qui est ce qu'on appelle une hyporéaction, une réaction vers le bas. Et donc, là où le burn-out c'est un freeze, donc c'est ce qu'on appelle une hyporéaction, une réaction vers le bas, donc on serait tout le temps léthargique. La vérité du burn-out, c'est souvent qu'on fait des yo-yo entre l'hyper et l'hypo. Et donc, du coup, on sort jamais du burn-out parce qu'on est tout le temps épuisé, on donne un coup de collier, on s'épuise de nouveau, on donne un coup de collier. J'allais dire, dites-moi si ça vous parle, comme si je parlais à mes clientes, mais c'est souvent ce que j'observe chez elles, en fait. C'est qu'elles ont du mal à accepter que le corps est crevé et ne peut pas bouger. D'ailleurs, ce coup de collier peut ressembler à beaucoup de choses. Il peut ressembler à se mettre beaucoup au travail, mais il peut aussi ressembler à chercher des solutions, solliciter beaucoup autour de nous. Enfin, voilà, il peut ressembler à beaucoup de choses. C'est pas forcément de l'effort physique, mais ça peut aussi être de l'effort mental de s'en sortir. Et puis, bam, ça devient trop et on s'épuise. Maintenant, parfois, on se dit que la solution, c'est de rester se reposer. Voilà, on se dit, le corps, il est épuisé, on va se reposer. Sauf que le repos, c'est une première partie pour redonner au corps des forces. Mais un corps n'est pas fait pour se reposer tout le temps, en fait. Si votre corps est tout le temps fatigué, c'est pas son état, entre guillemets, normal. Si au bout de, disons, vous étiez épuisé, vous vous êtes reposé 1 semaine ou 2, voilà, vous avez ralenti, vous avez bien dormi, vous avez bien mangé, et que vous êtes toujours fatigué, c'est qu'il y a autre chose qui se passe. Et en fait, pour sortir d'un freeze, et donc d'un burn-out aussi, on a besoin de 2 choses. On a besoin de chaleur et de mouvement. C'est littéralement comment on fait pour décongeler quelque chose. On lui met un peu de chaleur, on lui met un peu de mouvement, et forcément le mouvement apporte de la chaleur et ça fait fondre. L'expression importante dans ce que j'ai dit, c'est un peu, pas beaucoup. Et donc dans le cas d'un freeze et donc d'un burn-out, on va apporter un peu de chaleur et un peu de mouvement. Donc voilà, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, tout vous dépasse. Et il y a une part de vous qui se dit « mais il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose » et il y a une part de vous qui juste n'en peut plus. La première chose dont elle a besoin, c'est de chaleur. Et cette chaleur, elle peut être humaine. Ça peut être qu'il y ait des personnes qui vous écoutent, qui vous comprennent, qui vous apportent de la compassion. Parce que si vous êtes en burn-out, c'est que vous avez dépassé vos limites. C'est qu'il y a un moment, soit vous n'avez pas pu ou su dire stop, soit vous n'avez pas écouté vos besoins, soit vous n'avez pas exprimé vos besoins. Par exemple, au travail, peut-être que vous êtes resté beaucoup plus tard que nécessaire. Peut-être que vous avez pris plus de dossiers que nécessaire. Peut-être que vous n'avez pas pu dire à votre boss « non, ça c'est hors de mon périmètre, je le fais pas ». Peut-être que vous avez travaillé le soir, le week-end. Peut-être que vous avez aussi travaillé sur des tâches qui ne vous épanouissent pas. Parce que ça, c'est une petite parenthèse, mais vous allez comprendre pourquoi après. Très souvent, en fait, on s'épuise non pas parce qu'on fait beaucoup, mais on s'épuise parce qu'on fait beaucoup de ce qui n'est pas en phase avec ce qu'on veut faire. On s'épuise parce qu'on fait des actions ou des activités qui sont à côté de ce qui est ce qu'on voudrait vraiment faire. Ça ne nous apporte pas d'énergie, ça ne nous épanouit pas, et donc forcément, ça nous coûte de l'effort, on prend sur soi, et ça crée de l'épuisement. Donc toutes les fois où vous faites des tâches qui ne vous plaisent pas, qui ne vous correspondent pas, qui vous saoulent, qui vous fatiguent, qui même mentalement, ça peut causer un burn-out. Donc c'est pas que de l'effort physique, ça peut être aussi le fait d'être à côté de ce qui nous fait vraiment vibrer qui cause un burn-out. Fin de la parenthèse. Et donc voilà, peut-être que vous avez accepté des choses que vous vouliez pas accepter, peut-être que vous n'avez pas su vous positionner quand il fallait. Et je juge pas ça, parce que franchement, c'est commun, on a tous fait ça. Mais il faut regarder aussi la raison qu'il y a en dessous. Pourquoi je me suis pas sentie en sécurité de dire non à une situation, non à mon boss, non à ci. Il y a des raisons en dessous. Peut-être que je me sens pas en sécurité dans mon job. Peut-être que je sais que l'environnement le permettait pas, etc. C'est pareil dans le cadre d'un burn-out maternel. Par exemple, j'ai une de mes clientes en individuel là qui en a fait un. Et en fait,
ce qui est très compliqué, c'est de réaliser le niveau d'aide dont on a besoin, le niveau de soutien dont on a besoin, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, de trouver ce soutien autour de nous, d'aller mobiliser les personnes qui peuvent nous l'apporter, etc. Donc c'est pas forcément évident, mais en tout cas, si vous avez fait un burn-out, c'est que vos limites ont été dépassées. La première chose qu'il faut pour sortir du coup du freeze, c'est la chaleur. Et cette chaleur peut être humaine. Cette chaleur peut être aussi physique. Donc ça peut être que si peut-être là c'est l'été donc c'est pas le cas, mais ça peut être de vous exposer. Si par exemple il fait froid, vous allez vous réchauffer. Vous mettez un plaid, vous buvez une tasse d'eau chaude, vous vous réconfortez en fait. Là, vous pouvez aller bronzer, vous pouvez aller dehors, exposer votre visage au soleil, avec de l'écran total bien sûr, etc. Donc il y a vraiment ce côté chaleur qui est très lié à la chaleur humaine, à la chaleur de la vie, à se reconnecter en fait, comme une plante quelque part. Vous voyez, une plante, elle a besoin de soleil, elle a besoin de cette chaleur, elle a besoin de cette lumière, et vous devez vous reconnecter à quelque chose qui vous apporte de la chaleur, que ce soit de la chaleur intérieure, de la chaleur humaine, de la chaleur physique. Vous pouvez même imaginer un soleil qui diffuse une lumière douce sur vous. Enfin, il y a un côté doudou, quoi. En gros, on se réconforte, on se fait des petits câlins, voilà. Bon, donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour sortir d'un burn-out et d'un freeze, c'est le mouvement lent. Ce mouvement, il peut ressembler à beaucoup de choses. Donc, je reviens sur ce que je disais au début. Parfois, quand on est très fatigué, on croit qu'on doit se reposer. Mais si vous vous êtes déjà reposé, que vous dormez correctement et que vous êtes encore fatigué, c'est qu'il ne vous faut pas du repos, il vous faut du mouvement. Il vous faut vous reconnecter à l'énergie de la vie. Il vous faut reconnecter au pouls de la vie. Et donc, c'est très important, en fait, quand on est en burn-out, de doucement recommencer à se sentir vivant. Encore une fois, doucement. C'est pas repartir comme un fou, comme une folle dans un nouveau projet en mode go, je fais ça. Parce que c'est sûr à 200% qu'après vous repartez dans l'autre sens. Non. Mais c'est plutôt l'idée de remettre du mouvement lent. Et encore une fois, ça peut être du mouvement physique ou ça peut être du mouvement métaphorique. Donc par exemple, recommencer à faire des étirements. Allez pas faire du crossfit, hein. Mais vous pouvez recommencer à faire des étirements. Vous pouvez faire du yoga. Vous pouvez nager, vous pouvez faire du mouvement physique lent et doux qui ne va pas choquer trop votre corps et votre système nerveux, mais qui va lui montrer qu'il est en vie, qu'il est en sécurité, qu'il a le droit d'exister, qu'il peut exister et que rien de grave ne va se passer. C'est pour ça qu'on veut qu'il soit lent, c'est parce qu'on veut que le système nerveux s'habitue au mouvement et qu'il voit qu'il est en sécurité de l'avoir. Si ce que je fais, c'est une balade tous les jours, si ce que je fais, c'est un peu d'étirement, si ce que je fais, c'est nager, mon corps se dit, ok, j'arrive à faire ça. 5 minutes, 10 minutes, ça va, je gère, il n'y a pas de souci, j'arrive à le faire. Et donc, ce mouvement lent, il va vraiment aider votre corps à se redire, je peux le faire. Même je le vois dans la sexualité, par exemple. Très souvent, quand mes clientes ont des burn-out, la sexualité, c'est juste pas accessible. Mais il y a d'autres choses qui sont accessibles. Faire des massages, danser ensemble, faire des activités. Voilà, remettre du mouvement, de la vie, de l'énergie qui circule. Autre type de mouvement, créer, faire circuler l'énergie créative. Donc vous pouvez par exemple dessiner, écrire, chanter, planter un jardin, encore une fois quelque chose de doux, mais qui vous fait bouger. Commencer à poser des idées pour un projet. Pendant tout le podcast, je suis en train de faire le signe avec ma main d'un cercle, mais c'est vraiment ce côté mouvement, mais lent, petit cercle par petit cercle. Et donc vous pouvez vous dire, ok, quelle est la première petite étape que je peux faire pour me remettre en mouvement, pour remettre de l'élan dans ma vie, en gardant vraiment l'intensité très 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 basse. Et ça va vous aider au fur et à mesure à sortir du burn-out. Après, petite précision, ça va vous aider à sortir du burn-out, mais parfois il faut aller une couche en dessous pour sortir du burn-out. Et c'est là où on va faire de la résolution des traumas. Parce que si le burn-out vous a traumatisé, c'est-à-dire que votre corps s'est vraiment dit « je ne peux pas faire d'efforts, sinon je vais mourir », il y a une couche en dessous à regarder qui est « qu'est-ce qui fait vraiment peur à votre corps ?» Par exemple, si vous avez fait un burn-out au travail, il y a peut-être à regarder en dessous où est-ce que vous vous sentez dans l'obligation de produire. Est-ce qu'il y a peut-être une urgence qui est emmagasinée dans le corps? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec la performance? Je veux dire, il y a des raisons pour lesquelles on est tombé en burn-out. Et c'est important d'aller regarder ces raisons aussi, si c'est nécessaire. Et ça, c'est ce que je fais avec mes clientes, que ce soit en individuel ou que ce soit en groupe, que ce soit dans le temple ou que ce soit dans mon coaching privé. On va aller regarder si c'est nécessaire. Si ce qu'on a fait en termes de chaleur et de mouvement n'a pas suffi, ou bien si on sent que ça permettra de laisser le changement de manière durable, on va aller regarder les causes profondes en fait et les résoudre, les libérer. Pareil, si vous avez fait un burn-out maternel,
eh bien, ça peut être intéressant d'aller regarder si en dessous, il n'y a pas des choses comme la sensation d'être obligé de tout faire quand on est maman, ou bien des images que vous avez d'être une bonne mère, etc. Et c'est là où il y a potentiellement un trauma étant une peur emmagasinée dans le corps. Voilà, s'il y a un trauma qui fait que vous êtes en burn-out, ce serait intéressant d'aller le résoudre de façon à ce que vous ne répétiez pas les mêmes schémas. Du coup, ma conclusion, c'est quoi? Ma conclusion, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'être immobile si vous voulez sortir d'une situation de burn-out. Au contraire, ça va être important de remettre du mouvement, de la chaleur et de la vie dans votre quotidien. Comme je le disais tout à l'heure, parfois on est en burn-out parce qu'on ne fait pas ce qui est juste pour nous. Et le burn-out vous invite à être très 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 au clair sur vos besoins et sur vos limites et vous assurer que ce ne soit pas dépassé. Parce que très souvent quand on est en burn-out, c'est parce qu'on se soucie davantage des autres que de nous-mêmes. Je le répète, comme ça vous entendez bien. Très souvent, quand on est en burn-out, c'est qu'on se soucie davantage des autres que de nous-mêmes. Moi, j'ai une de mes meilleures copines qui a fait un burn-out. C'est parce que elle se mettait des attentes énormes par rapport à ce qu'elle pensait que ses clients attendaient d'elle. Elle ne savait même pas vraiment ce que ses clients attendaient d'elle. C'était une image qu'elle se faisait de à quoi ressemblait une bonne entrepreneur, une bonne personne qui sert ses clients, etc. Elle avait cette image et elle voulait vraiment adhérer à cette image qui était beaucoup trop exigeante en fait. Et au final, ce sont des croyances ou en tout cas des systèmes de pensée qui ne correspondaient pas à ses besoins à elle et à ses limites à elle parce qu'en fait, le plus important, c'était de satisfaire les autres et que les autres aient une bonne image ou en tout cas qu'ils soient bien servis, qu'ils soient contents. Pour s'assurer de ne pas tomber en burn-out, il faut apprendre à être un peu égoïste, dans le sens où il faut apprendre à penser à soi d'abord. Mais bon, c'est pas vraiment de l'égoïsme, mais c'est pour que vous compreniez. J'ai la chance de ne jamais avoir fait de burn-out. En fait, je me suis toujours arrêtée juste avant. Et c'est parce que j'ai une très basse tolérance à l'inconfort. Quand quelque chose ne me convient pas, en général, je change. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand je suis très fatiguée, il y a un moment où oui, je dois dormir. Mais quand je vois que je dors et que ça ne change rien ou que voilà, je suis quand même léthargique. Il y a une part de moi qui commence à déprimer. Et vraiment, c'est systématique. C'est toujours le même cycle. Je suis fatiguée parce que j'ai pas assez dormi. Je me repose. Si je suis encore fatiguée, je commence à déprimer. Et là, je commence à spiraler en me dire, mais qu'est-ce que je dois faire, etc. Et puis ensuite, je me rappelle que, meuf, pour aller mieux, tu dois te connecter à des choses qui te font du bien et qui te font te sentir en vie. Et dans mon cas, par exemple, là, quand j'enregistre, on est début juillet. En juin, j'étais très fatiguée, très léthargique. J'étais dans un mood un peu chelou. Après, j'avais beaucoup de choses à intégrer, on va dire, des mois précédents, mais la vibe était bizarre. Et en fait, j'ai recommencé à faire du sport plus souvent. J'avais vachement lâché mon sport. J'ai passé à 1 fois par semaine, parfois 2. Et là, je fais du sport 3 à 4 fois par semaine. Je peux vous jurer que ça a tout changé. Après, attention à pas vous comparer parce que 3 ou 4 fois par semaine, c'était ma norme avant d'être fatiguée. C'est pas me pousser de faire 3 ou 4 fois par semaine, c'est vraiment mon rythme de croisière quand ça va 3 fois, je dirais. C'est mon rythme de croisière quand ça va bien et j'étais tombée largement en dessous. Et donc, du coup, recommencer à faire 3 fois, bah, ça fait que là, je me sens grave bien, en fait. Je me sens beaucoup mieux. Et mon sommeil est de meilleure qualité, je suis de meilleure humeur, juste parce que j'ai recommencé à mettre plus de mouvement. Même avoir des conversations avec mon chéri, des conversations profondes, des conversations douces, regarder des films qui sont marrants, voilà, ça c'est de la chaleur, regarder des comédies romantiques, ce genre de choses, lire des bons romans, tout ça, ça permet de se remettre dans une certaine énergie de vie qui finalement nous connecte. Là, c'est les vacances. Si vous êtes épuisé, allez faire des choses qui vous font kiffer. Allez vous balader, allez voir des musées, allez visiter un autre pays si vous pouvez. Faites des choses qui vous font du bien et qui vous stimulent en fait. Ne vous laissez pas plonger dans l'idée que comme vous êtes crevé, vous pouvez rien faire. Non, le corps veut être vivant, le corps veut toujours être en vie. Et si par exemple, vous êtes dans une situation où ce n'est pas possible, par exemple vous avez une maladie, vous êtes malade en ce moment, vous êtes souffrante, vous avez une maladie chronique, l'invitation c'est d'écouter vraiment de quoi votre corps a besoin à ce stade, et toujours avec le filtre de la chaleur et du mouvement. De quoi il a besoin pour que je lui apporte un peu de chaleur et de quoi il a besoin pour que je lui apporte un peu de mouvement. Donc si par exemple je suis effectivement clouée dans mon lit, je peux pas bouger, je peux pas faire ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui peut m'apporter un peu de chaleur? Qu'est-ce qui peut m'apporter un peu de mouvement? Et encore une fois, ça peut être physique, comme ça peut être un peu dans votre créativité, dans votre esprit. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des retours dessus, n'hésitez pas à écrire à hello@liviakiro.com, mon email ou sur Instagram. Et rappelez-vous, mon nouveau livre est sorti. Il s'appelle Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée. Et il est disponible dans toutes les librairies. À bientôt!